both sides of a threshold. I am perceived as imperceptible, directed to be indirectable, formed to be formless, harmed by the harmless. I am Lemonade. Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui on poursuit voilà, notre série sur les scènes ludiques et donc on va aborder une scène je pense beaucoup moins défrichée que la scène précédente qu'on a évoquée qui était le romantisme noir puisque aujourd'hui on va parler des jeux Voidpunk. Si t'es en fait Si t'es comme moi il y a juste quelques semaines, je pense que tu n'avais jamais entendu parler de ce terme, le terme du Voidpunk, et voilà, oui, ben aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Un petit, d'abord, le poème que j'ai lu tout à l'heure, en fait, s'appelle A Voidpunk Poem. Il a été écrit par Paradigm Dream Space, et donc j'ai trouvé ça sur Reddit. Et la traduction, en fait, ça pourrait être des deux côtés d'un seuil. Je suis perçu comme imperceptible, dirigé pour être indirigeable, formé pour être sans forme, blessé par ce qui est inoffensif. Alors, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, le Void Punk explique-nous, tonton Thomas. Bon, alors, pour parler du Void Punk, je vais essentiellement m'appuyer sur deux articles de Kali. Allez voir son blog, c'est vraiment hyper deep. Voilà, il y a quelques articles de théorie de game design qui sont vraiment puissants. Et donc là, en l'occurrence, on va s'appuyer sur deux articles. L'article Jeu Voidpunk et l'article Dynamic Voidpunk. Tu vas aussi trouver une fiche de synthèse en fait sur le wiki nonobstant. Donc sur le wiki nonobstant, il y a une fiche Jeu Voidpunk. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est donc le Voidpunk? Le Voidpunk, c'est un mouvement identitaire qui va rassembler en fait les personnes qui ont été exclues de l'humanité par les autres et qui revendiquent en fait ce statut de non-humain par retournement de stigmate. Puisque tu me déshumanises, puisque tu me rejettes de l'humanité, eh bien, en fait, c'est moi, ton humanité, je vais la rejeter, quoi. Et ce mouvement, en fait, il peut rassembler, grosso modo, eh bien, pour le dire très largement, les personnes marginalisées, plus exactement les personnes LGBTQIA+, les personnes handicapées, les personnes neuroatypiques ou encore les personnes racisées. Alors, on peut trouver des connexions avec deux autres mouvements que je vais t'énumérer, mais c'est bien uniquement des connexions, c'est pas la même chose. En fait, on peut trouver des connexions avec le mouvement xénogenre, ou encore le mouvement Overkin. Donc le mouvement Overkin, c'est quand on s'identifie en fait à des créatures non humaines, par exemple, on peut s'identifier comme vampire, on peut s'identifier comme fée, enfin il y a moult, il y a moult identités Overkin hein, différentes, hein. Euh, mais je dirais que l'Overkin et même le xénogenre, ça se définit en fait quand même par des identités bien précises, et j'ai l'impression que le Voidpunk, il va s'en démarquer, et bien un peu plus par soit une absence d'identité, soit une fluidité d'identité, ou tout simplement une singularité d'identité, c'est-à-dire avoir une identité singulière, considérée comme non humaine, et qui n'est pas rattachable à une identité connue qui pourrait être, par exemple, le vampirisme ou la féerie, quoi. Alors, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je suis légitime à parler de jeux Voidpunk et tout. Euh, alors bon, d'une, je pense on devrait avoir le droit de parler de comment? On devrait avoir le droit de parler de catégories, de manières d'être au monde, de cultures auxquelles on n'appartient pas.
on a le droit d'en parler en faisant bien, évidemment, en se renseignant. Enfin, pour moi, c'est totalement le but de l'anthropologie. Après, je sais aussi que ces débats existent au sein de l'anthropologie, puisque du coup, il y a pas mal de... En fait, les anthropologues indigènes revendiquent le droit de s'étudier eux-mêmes plutôt que d'être étudiés par des anthropologues extérieurs qui auraient une vision un peu coloniale, quoi. Donc, bon, bref, il est possible que de toute façon, vous vous demandiez, mais c'est quoi la légitimité de Thomas Munier à parler du jeu Voidpunk? Eh bien, je vais pas tout vous dire sur ma vie, mais je pense que je peux au moins vous dire que il y a de très très fortes chances que je sois neuroatypique. Donc, bon bah voilà, du coup je suis perché, je peux parler du Voidpunk, puisque du coup si on est neuroatypique, on peut s'intégrer dans le mouvement Voidpunk. Et voilà, ça suffira comme justification. Bon, après, bien sûr, il est quand même possible que je dise des bêtises au cours de cette vidéo, parce que c'est quand même, d'une, c'est un mouvement qui est assez jeune, du coup, il n'y a pas une littérature extrêmement abondante sur le sujet, et puis de trois, je peux très bien avoir rien bité, quoi. Donc, évidemment, l'espace des commentaires vous est largement ouvert si vous voulez expliquer que vous voyez pas les choses de la façon dont je les vois. À nouveau, je peux très bien me tromper, ou vous pouvez très bien avoir des revendications différentes des miennes sur ce que ça peut être le jeu Voidpunk ou l'identité Voidpunk. Alors, poursuivons. Donc, Kali, en fait, dans son manifeste intitulé Je Voidpunk, va exposer, en fait, une volonté d'explorer cette thématique. Ah oui, alors attends, avant... euh, Je sais plus comment... si je t'ai traduit le poème, donc je vais te le traduire, hein. Le poème de Paradigm During Space, il se traduit en ah si, je l'ai fait. Moi, je refais encore parce que je suis vraiment pas sûr. Des deux côtés d'un seuil, je suis perçu comme imperceptible, dirigé pour être indirigeable, formé pour être sans forme, blessé par ce qui est inoffensif. Alors, je vais faire un parallèle un peu risqué, mais bon, un petit parallèle avec la notion de corps sans organes. Voilà, que Deleuze présente avec, je crois que c'est Guattari, son co-auteur, dans Mille plateaux. Je sais pas où je vais avec ça. Le corps sans organes, en fait, c'est un concept de... on ne doit pas... on doit pas limiter la perception de son corps à juste la somme de ses organes. Euh, que c'est pas les organes qui font notre identité. Parce que bon, bah, je sais pas, grosso modo, tu perds ton bras. Enfin, si je perds mon bras, je serai encore Thomas. Si je perds le deuxième bras, je serai toujours Thomas et tout. Enfin bon, ainsi de suite. Mes organes peuvent être aussi remplacés. Je pourrais très bien avoir un cœur artificiel ou avoir une greffe du foie et tout, et je serai toujours Thomas. Donc en fait, et ça c'est aussi une des thématiques qu'on va explorer bien sûr avec le cyberpunk et le transhumanisme, hein. Euh, ah bah tiens, je vais y venir avec ça. Faut que je vous parle de deux choses. Et donc cette notion de corps sans organes, c'est aussi une idée que ce ne sont pas tes organes qui définissent ton identité, mais en fait, si on élargit ce concept, ça veut largement dire que, en fait, c'est rien ne définit ton identité, déjà même pas tes organes, mais du coup, la façon dont je m'habille, là où je vis, mon état civil, mes diverses assignations ne définissent pas mon identité, et que en fait, la façon la plus sûre de définir son identité, c'est de pas la définir, de pas s'attacher à une identité, parce qu'en fait, l'identité est une sorte de concept qui est en réalité caduque, voire même qui est plutôt une forme de violence en fait, parce que l'identité elle est assignation, assignation par l'autre, auto-assignation, et que c'est grosso modo une enveloppe, une coquille dont il faut se débarrasser, quoi.
Alors, s'il y a des fans de Deleuze en commentaire, vous pouvez m'exploser parce que si ça se trouve, j'ai rien imité. C'est plus que j'extrapole un truc complètement délirant à partir du corps sans organes. Mais bon, après, je pense que bon, l'hypothèse de base est déjà bien délirante. Voilà, sinon je m'étais posé la question de est-ce qu'il y avait des romans Voidpunk et j'en ai pas trouvé parce que apparemment c'est quand même plus un mouvement identitaire qu'un mouvement littéraire, artistique, bien que on va trouver des peintures, des poèmes et tout, des petites choses en fait. Mais c'est vraiment très très léger, enfin c'est hyper underground de Voidpunk, c'est pour ça que je trouve ça excellent de t'en parler dans cette vidéo. Et si tu veux, donc je me suis posé la question. Bon, il y avait déjà le problème avec le solarpunk, hein, il n'y a quasiment pas de roman solarpunk. Euh, et le voidpunk, bah, grosso modo, tout ce que j'ai trouvé, si tu veux, c'est des romans qui sont dans le genre du transhumanisme, quoi. Et qui qu'on peut étiqueter comme proto-voidpunk, c'est-à-dire voidpunk avant l'heure, voidpunk avant que ça soit cool et tout. Euh, je pense notamment à Aube de Octavia Butler. Donc dans Aube, on suit la trajectoire en fait d'une femme afro-américaine. Donc voilà, ça nous permet de rattacher au Voidpunk son identité voilà minorisée quoi, marginalisée. Et cette femme afro-américaine en fait, elle se réveille d'une longue stase. Elle est réveillée par des extraterrestres. Qui sont extrêmement différents, sont vraiment radicalement non humains, quoi, et qui lui expliquent, assez, de prime abord, assez répugnant, quoi, et donc il leur explique que voilà, la Terre a été quasiment, enfin, l'humanité s'est quasiment autodétruite, a quasiment autodétruit l'environnement de la Terre, mais eux, les extraterrestres, ils ont pu sauver quelques personnes, ils ont pu sauver des souches d'animaux, de végétaux, et donc, ils lui disent, bon, en fait, on va réensemencer la terre, on va la rendre sauvage et tout, et toi, on t'a élu, entre guillemets, pour que tu éveilles une partie de tes congénères humains qu'on a mis en stase, et que tu les entraînes pour que vous puissiez retourner, en fait, sur la terre, eh bien, revivre... voilà, revivre sur la Terre à condition que... Alors, il y a deux conditions qui sont quand même assez hardes. La première condition, c'est de dire, vous devrez vivre dans des conditions bah, de l'âge de pierre, parce qu'on ne veut pas que vous recommenciez de la technologie, parce que sinon vous allez recommencer vos bêtises. Et puis la deuxième condition, qui est encore plus difficile à accepter, c'est qu'en fait, on veut que vous hybridiez génétiquement avec nous, quoi. Alors, et du coup, il y a cette idée que, évidemment, si elle accepte, elle perd son humanité ou une partie de son humanité. Et elle commence à accepter quelques modifications, elle commence aussi à avoir des relations bah, qu'on peut qualifier d'amoureuses avec un des extraterrestres et tout. Euh, alors, et bref. Et elle va éveiller des humains et en fait ça se passe assez mal parce qu'il la considère justement comme non humaine, comme elle a accepté en fait des modifications. Et bon, il y a tout un conflit avec les humains qu'elle éveille. C'est un roman dur à lire, hein, je préviens, dur à lire. C'est un roman où la notion d'altérité radicale est quand même très poussée également. Euh, et voilà, je pense que le côté Voidpunk, vraiment cette idée de est-ce que je rejette ma part humaine parce que voilà, en tant qu'afro-américaine, j'ai vécu des grosses oppressions et tout. En fait, l'humanité, c'est pas si cool que ça. En fait, voilà, donc je veux plus en faire partie. Mais est-ce que j'accepte d'aller jusqu'au bout de l'anonymité en m'hybridant et tout, machin? Comment je vis le fait que les autres me considèrent comme non humaine et me rejettent pour ça? Ainsi de suite, beaucoup de choses qui sont, je pense, très pertinentes dans notre cas. Et également un autre bouquin dont je crois que je t'ai déjà parlé, il s'agit de Transition d'Anne Leckie. C'est encore un bouquin transhumaniste et ça tourne, donc c'est du space opéra transhumaniste. Ça tourne beaucoup autour de plus ou moins de controverses, de procès, pour que certaines entités puissent accéder au statut d'humanité en fait. Des entités qui sont comme des extraterrestres, voilà, ou des IA et tout, qui demandent en fait à obtenir le statut d'humanité, et ça pose un tas de questions. C'est aussi un roman où, par exemple, la fluidité de genre
C'est quelque chose, voilà, de totalement accepté. Enfin, il y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup de, on voit passer en termes de pronoms dans le bouquin, on voit des ils, des elles, mais aussi, je crois qu'il y a au moins trois ou quatre pronoms non binaires différents, quoi. Donc, en fait, grosso modo, on reconnaît le genre féminin, masculin, puis il y a à peu près trois ou quatre formes de non-binarité, quoi. Donc ça, par contre, c'est totalement reconnu, hein, c'est pas, ça fait l'objet d'aucune tension dans le bouquin. Et il y a une des espèces non humaines qui est vraiment très intéressante dans le bouquin, ce sont les traducteurs Presger. En fait, c'est des créatures qui ont été d'apparence humaine, qui ont été façonnées par des extraterrestres vraiment pas du tout humains. Les Presger, qui sont une espèce de prédateurs de l'espace. Et les traducteurs, en fait, ils sont censés être l'interface avec les humains dans des tractations diplomatiques pour que ça parte pas en guerre totale entre les humains et les Presger, quoi. Et les traducteurs, en fait, bah, ils grandissent et tout, et quand ils sont jeunes, ils ont vraiment des instincts. euh, alors, ils ont un peu d'ADN humain, un peu d'ADN Presger, et ils ont des instincts vraiment chelous, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ils ont envie de disséquer leurs congénères, ils ont envie de se dévorer entre eux et tout. Et donc toute leur éducation consiste à brimer ces instincts-là, à essayer de le faire. Et puis ils ont des activités assez drôles. Enfin, c'est genre, ils passent beaucoup de temps à prendre le thé, quoi. Parce qu'en fait, pour les Presger, ils ont compris que visiblement, les humains, ils passaient leur journée à boire du thé, quoi. Enfin, et donc il y a vraiment une cérémonie du thé qui dure toute la journée, quoi. Cuisiner des cookies, préparer du thé, c'est hyper important de maîtriser ces gestes-là à la perfection, tu vois. Oh, bon, bref, je peux pas t'en dire plus parce que c'est vraiment très très foisonnant. Et vraiment tout cet aspect-là de la vie des traducteurs Presger, c'est vraiment la partie du roman qui est la plus intéressante et la plus avec cette... vraiment, on va explorer l'altérité radicale. Euh, et avec en plus du coup un personnage, on se demande s'il serait pas justement un traducteur Presger qui croit qu'il est humain et tout. Enfin, il y a aussi cette aller-retour sur je pense que je suis pas humain, je veux être considéré comme humain, ainsi de suite. Bon, on arrête là avec les... oh là là là, cette vidéo va faire 3 heures. Bon, on continue, on continue. Donc, Kali nous propose donc un manifeste qui s'appelle Je Voidpunk, où Kali expose une volonté d'explorer cette thématique par le jeu de rôle, la thématique du Voidpunk. Euh, pour elle, en fait, la pratique du Voidpunk, elle existe déjà de façon souterraine dans le jeu de rôle depuis quasiment ses débuts, quoi. Notamment par l'interprétation d'espèces non humaines, voire par l'interprétation d'altérité radicale. Alors, je pense que c'est pas mal que je redéfinisse l'altérité radicale, parce qu'en plus, quand j'ai discuté avec Kali, on n'avait pas, je crois qu'on n'avait pas vraiment la même définition d'altérité radicale. Donc, je vais donner la mienne. Ça se trouve que je vais retourner sur Wikipédia, je vais me dire, ah ouais, en fait, je suis totalement dans les frais, c'est possible. Ce que j'appellerais l'altérité radicale, c'est une forme d'altérité qu'on ne peut pas expérimenter. Voilà. Et donc, ça va être, donc du coup, ça va être les animaux, les végétaux, euh, voire même en fait des créatures extraterrestres, surnaturelles, enfin des créatures qui n'existent pas en vrai, quoi. C'est ça l'altérité radicale. C'est-à-dire que une personne qui n'est pas de mon genre, qui est à l'autre bout du monde, qui a un cerveau qui fonctionne complètement différemment du mien, même avec des syndromes vraiment étonnants comme je sais pas, le syndrome du cerveau scindé par exemple. Voilà, cette personne qui n'a pas du tout le même âge, la même culture, voire même qui a vécu loin dans le passé et tout, n'est pas encore une altérité radicale, elle est encore trop proche de moi. Euh, et je peux, entre guillemets, en faisant un effort, bien sûr, un effort empathique, un effort de me renseigner aussi, je peux, entre guillemets,
essayer de comprendre comment cette personne est au monde, ou était au monde, dans le cas d'une personne du passé. Ça devient vraiment beaucoup, beaucoup plus compliqué dans le cas d'animaux. Donc là, je renvoie à un bouquin qui me semble assez important pour comprendre le concept d'altérité radicale. C'est What It Feels to Be a Bat. Qu'est-ce que... Je n'ai pas lu ce bouquin. Mais voilà, Thomas Millet est une fraude complète. Euh, Mais bon, c'est un bouquin d'éthologie. C'est un bouquin d'éthologie qui essaye de comprendre qu'est-ce que ça peut faire d'être une chauve-souris, quoi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut approcher, si tu veux, par des métriques abstraites. Voilà, on sait qu'une chauve-souris, elle est aveugle, ou quasiment, je crois, et du coup, qu'elle se repère par écolocalisation, qu'elle vole, qu'elle a une petite taille, qu'elle est insectivore, tout ça, enfin insectivore, frugivore. Donc ça, voilà, on a des métriques comme ça. Mais est-ce que pour autant on est capable de mentaliser ce que c'est d'une chauve-souris? Je pense que ça va être difficile. Alors pour un petit passage, du coup j'ai regardé s'il y avait des jeux vidéo où on pouvait jouer une chauve-souris. Et j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé un qui s'appelle Night Flyer. Et où tu joues une chauve-souris. Alors la simulation est pas très poussée, hein, c'est-à-dire que la chauve-souris elle est vue de profil. Bon, t'as le vol, les commandes et tout te permettent de jouer un vol un peu erratique et tout, où tu te fais porter par les courants ascendants, plus que tu diriges un peu, mais surtout tu te fais porter. Enfin, c'est vraiment je prends les courants, je descends et tout. Donc ça c'est un peu émulé, mais bon, l'écolocalisation c'est pas du tout émulé parce que en fait tes proies, bah tu les vois. Voilà. C'est plutôt un jeu qui apporte une narration. Il y a une narration qui est intéressante et assez triste. Je te laisserai jeter un coup d'œil, hein, ça prend 3 minutes d'y jouer, donc voilà quoi. Euh, ok, donc voilà, donc mes chauves-souris, l'altérité radicale, le void punk. Euh, et donc voilà, donc le void punk notamment, il existerait en fait dans le jeu de rôle quasiment depuis ses débuts, notamment par l'interprétation d'espèces non humaines, voire d'altérité radicale. Euh, alors, ça me fait penser que du coup, au Utopia, l'année dernière, il y a eu une convention sur les jeux de rôle cuir. Et ce qui m'a étonné, en fait, c'est que du coup, les présentateurs avaient décidé finalement de passer totalement l'étape des jeux où on joue des personnes LGBT, on va dire, premier degré, quoi. Enfin, elles en ont très peu parlé. Euh, pour aller vraiment directement sur des jeux où on joue des créatures non humaines, où on joue beaucoup sur des concepts, des jeux surréalistes, voilà, où la réalité elle-même est malaxée et tout. Euh, et, euh, et en fait, le mot n'a jamais été cité, peut-être parce que les panélistes le connaissaient pas, mais moi, ça me faisait forcément penser au Void Punk. En fait, grosso modo, cette table ronde sur le queer gaming, c'était littéralement une table ronde sur le Void Punk. Je vais essayer de te la retrouver. Je pense qu'elle a été enregistrée, mais je suis plus sûr. Ok. On peut, toujours dans ce proto-void-punk en jeu de rôle, on peut penser à MJ. Parce qu'en fait, MJ, bah, il joue plein de personnages, il joue aussi le décor et tout. Donc en fait, il y a au moins, dans un jeu de rôle traditionnel, il y a au moins une personne à la table qui est profondément void-punk. Et ben, c'est MJ. Voilà, petite réflexion comme ça, au passage. Euh, Et puisque voilà, MJ interprète bien au-delà de l'humanité, il n'y a pas du tout cette notion d'identité unique, MJ est multiple, ainsi de suite, quoi. Donc,
Évidemment, le Voidpunk enfin le proto-Voidpunk, hein, va se développer avec une acuité accrue en fait dans des queer games tels que Monster Arts, où on va interpréter des adolescents et adolescentes monstrueuses. On peut aussi le trouver dans un jeu plus récent, et là écrit par Milouche qui était présente à la table ronde, hein, qui est la Griffe Noire. La Griffe Noire, c'est une sorte de belonging, attack belonging, où en fait on va interpréter que des concepts, que des environnements en fait, et on va pas interpréter des personnes, quoi. On a des livrets de cadres, des livrets. En fait, c'est comme un belonging où on a que des livrets de cadres. Et il n'y a pas de livret de personnages. Donc voilà, ça me semble très très Voidpunk dans l'esprit. Le manifeste en fait de Kali se propose voilà, de systématiser cette pratique, de l'officialiser, et puis d'en faire vraiment des jeux qui soient centrés dessus, quoi. Et on va décliner en fait toutes les nuances de ce que ça signifie de jouer hors de l'humanité, voire hors des systèmes de sentience classiques. L'idée, c'est par exemple que voilà, dans les jeux classiques, les elfes sont souvent traités juste comme des humains avec des oreilles, quoi. Et en fait, le traitement Voidpunk d'un elfe, il va apparaître si on va étirer vraiment le concept de l'elfité jusqu'à l'altérité radicale. Par exemple, tout simplement, si on insiste sur la longévité extrême des elfes, voilà, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Qu'est-ce que ça fait de vivre 1000 ans, quoi? 1000 ans, 2000 ans et tout, il y a forcément une façon d'être au monde qui est radicalement différente et comment on peut voilà, en faire un véritable enjeu dans notre partie de JDR, quoi. Alors, Guillaume Rio, hein, que je salue au passage, qui relit depuis quelque temps mes scripts, m'a fait une petite remarque que je vous livre en fait. Il m'a dit je pense que l'approche Voidpunk est intéressante en ce qu'elle ne cherche pas à jouer un déguisement. Au sens où beaucoup de jeux proposent de jouer des anthropomorphes qui ne se distinguent pas vraiment des êtres humains. Voilà, CF, mon exemple, avec les elfes humains avec des oreilles, quoi. Et donc, il donne un excellent exemple, c'est Sens Néant. Sens Néant va aussi explorer en fait la non-humanité avec les sept entras, comme qui ont des perceptions au-delà des cinq sens. Alors, ça va même beaucoup. Enfin, ouais, pour le coup, Sens Néant, c'est vraiment le jeu proto-Voidpunk par excellence. Il y a vraiment une tentative très aboutie de proposer quelque chose qui s'éloigne de l'humanité. Euh, alors, les PJ en eux-mêmes, en fait, c'est les sétentras complets et tout. Donc, ils ont tous les éléments. Et donc, du coup, c'est quand même des humanoïdes, hein, on va pas se mentir. Mais à la limite, ce qui est plus intéressant, c'est tous ceux qui sont incomplets, qui ont moins d'éléments, qui sont plus simples, entre guillemets, et sont fondamentalement non humains et tout. Il y a quelque chose d'assez, vraiment d'assez relativement poussé, hein, dans le sens néant. Il faut vraiment le saluer à ce niveau-là. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Sens Néant, c'est que non seulement les sept entrailles, ils ont un peu plus que 5 sens, euh, ou plutôt ils ont des... Mais par contre, les humains ne peuvent pas les percevoir, parce qu'en fait, la fin de Sens Néant nous laisse un peu envisager que... Tu dis, est-ce que le monde de Sens Néant est détruit, ou est-ce qu'en fait, il devient la Terre, quoi, et qu'en fait, les Sétentras vivent toujours parmi nous, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas, ça prend au sens premier degré, genre ils sont littéralement invisibles. Ou, je pense, que ça peut être au sens second degré, dans le sens où on les calcule pas. Et tu vois, alors moi ça rejoint la pensée animaliste, hein. Moi j'ai tendance à penser euh, que si un jour des extraterrestres viennent nous rendre visite, on ne sera pas capable de comprendre qu'ils sont intelligents, parce que leur intelligence elle sera trop différente de la nôtre, et aussi parce qu'on a beaucoup trop d'enjeux anthropocentriques, narcissiques en fait, anthroponarcissiques, pour accepter l'intelligence en fait chez l'autre, chez le non-humain, parce que si tu acceptes, si tu reconnais l'intelligence sur le non-humain, eh bien, il y a une blessure narcissique importante. Et des blessures narcissiques, l'humanité s'en a déjà pris un paquet. Et surtout, si je suis obligé de reconnaître la conscience chez l'autre, ça veut dire que je suis obligé de lui accorder certains droits, certains égards.
comme genre ne pas les tuer pour rien, ne pas les manger, ainsi de suite. Bon, voilà, si t'es animaliste, je pense que tu vois exactement où je veux en venir. Et donc, voilà, je pense que si les extraterrestres arrivent, ils seront tellement radicalement différents de nous en termes d'intelligence que de toute façon, on pensera pas qu'ils sont intelligents. Ce sera juste des choses. Peut-être qu'on leur accordera le statut d'être vivant et tout. Euh, alors bon, il y a la question des IA. Est-ce qu'on va reconnaître une forme d'intelligence, de conscience aux IA et tout? Je pense qu'à mon avis, là, supposons bien sûr, que l'IA arriverait à un stade de conscience. Alors, il y a vraiment des débats très très forts actuellement là-dessus, hein. Euh, je pense qu'il y aurait clairement des personnes qui le reconnaîtraient rapidement. Bon, il y a eu le cas de Blake Lemoine, par exemple. Et on peut se poser la question, est-ce que cette personne, en fait, elle fétichise, en fait, l'IA, elle projette, elle fantasme et tout, ou est-ce que c'est juste quelqu'un de visionnaire? Ça, je peux pas te dire, parce que, en fait, l'argument sur la non-conscience des IA, il renvoie énormément aux animaux-machines de Pascal, quoi. C'est-à-dire, ah, mais oui, mais en fait, l'IA, elle te dit qu'elle a une conscience, mais en fait, c'est juste un perroquet stochastique qui, voilà, te dit ça parce qu'elle est programmée pour le dire, plus ou moins, parce qu'elle fait une chaîne de probabilité, parce qu'elle a été nourrie avec des fictions où des IA prétendent avoir une conscience et tout. Et donc, elle te dit ce que tu as envie d'entendre, en gros, quoi, mais elle n'est pas consciente, quoi. Et, bah, en fait, peut-être qu'on saura jamais, quoi, parce qu'en fait, ces arguments-là de l'animal-machine peuvent s'appliquer à l'IA, quand bien même elle aurait un jour atteint la singularité, on pourra toujours plaquer, parce que on pourra toujours plaquer l'argument de l'animal-machine, parce qu'en plus, techniquement, c'est effectivement une machine. Bon, après, voilà, nous les humains aussi sont des animaux-machines, il faut le savoir, hein, on est des machines, hein, on est des machines biologiques. Donc bon, j'ai pas la réponse à ça, mais c'est intéressant. Enfin, je pense que clairement le robot, par exemple, c'est clairement une figure qui est absolument intégrable au Voidpunk, hein. Sans même parler que dans les neuroatypies, je pense qu'il y a des sentiments de déréalisation, de dépersonnalisation et compagnie qui peuvent se sentir un peu solidaires du vécu robotique. Enfin, je dis peut-être des énormes bêtises, mais bon, je pense que je dis pas tout à fait. Enfin, je suis à peu près dedans, quoi. Ok. Bon. Et donc, sur l'invisibilisation, ça me renvoie au titre d'un essai qui s'appelle Nous qui n'existons pas, de Mélanie Fazi, et qui parle de la romantisme. Et voilà, je suis obligé de faire un parallèle. En fait, cette notion de l'invisibilisation, de l'invisibilité, est hyper présent dans toutes les identités Voidpunk. Voilà, donc l'aromantisme par exemple, quoi. Où en fait les gens ne peuvent pas concevoir que quelqu'un soit aromantique. On se dit bah non, les êtres humains ils sont tous romantiques, tout le monde a des sentiments amoureux. C'est pas enfin, grosso modo quand t'es aromantique, c'est vrai que tu te heurtes beaucoup à l'incompréhension, voilà, des gens quoi qui disent c'est pas possible, je peux pas relater avec ton expérience de jamais avoir de sentiments amoureux, c'est voilà. Et en fait, bah voilà, faut croire que ça existe quand même, quoi. Même si c'est pas reconnu. Ok, donc voilà, donc dans le jeu Voidpunk, évidemment, on va aussi proposer de jouer des lieux, des objets, des concepts. Et ce jeu Voidpunk, il a pour ambition de dépasser la problématique identitaire pour embrasser totalement sa résolution et la jouer plutôt qu'en faire une endgame. C'est-à-dire que là, Kali, en fait, va notamment prendre l'exemple, je crois, de Monster Hearts et de la frustration qu'on ressent à Monster Hearts, où en fait tu commences à développer une identité Voidpunk à travers ton personnage. En fait, le endgame, c'est qu'en grosso modo, tu deviens adulte et que tu rejoins plus ou moins les rangs d'humanité, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui satisfait pas Kali, qui voudrait voilà, qu'on puisse totalement s'épanouir dans le fait que euh,
de jouer une identité Voidpunk du début à la fin, et que le endgame, ce soit pas ah bah tu rentres dans le rang, c'est fini, mais plutôt t'as totalement, tu explores jusqu'au bout ton épanouissement ou ta révélation dans cette identité non humaine, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que l'ambition, en fait, elle est assez grande hein, du Voidpunk, c'est d'explorer ce qui d'habitude relève totalement du hors-champ ou du non-dit. Ça me permet de te renvoyer à une petite vidéo qui s'appelle le non-dit, le non-dit, le non-jeu et le non-joué, qui parle un peu de ça, en fait, cette notion du hors-champ, de ce qu'on n'explore pas, en fait, des marges du jeu, et c'est exactement dans ces marges que le jeu Voidpunk veut aller. Donc voilà, il y a quelques outils pratiques qui sont donnés, en fait, comme par exemple une liste des différentes dynamiques Voidpunk. Alors, il y a tout ce qui est intersection Voidpunk et cuir, il y a les dynamiques presque humaines, quoi, on jouait des presque humains. Et il y a ce que Kali appelle les dynamiques proprement Voidpunk. Alors, il y a libre, c'est-à-dire on va jouer un rôle non humain qui existe sans oppression ni recherche de soi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exploration sans jouer l'oppression et tout. On va jouer en résistance, c'est-à-dire que c'est un rôle qui est en train de perdre son humanité, mais le refuse. Bah moi, ça me fait très très fort penser à Vampire la Mascarade, hein, où il y a quand même cet arc où tu dis ah je suis en train de perdre mon humanité, il faut quand même que je la garde et tout. Voilà. Il y a la quête, c'est-à-dire c'est un rôle humain qui cherche à devenir non humain. Il y a l'intégration, un rôle non humain qui cherche à devenir humain. Là, je pense, par exemple, moi, c'est l'impression. Je pense que j'ai déjà parlé de mon livret préféré à Monster Hearts, qui est The Hollow. Une expérience de jeu extraordinaire, bien que la partie par ailleurs a été problématique, mais j'ai adoré jouer mon personnage de The Hollow dans Monster Hearts. The Hollow, en fait, je crois que ça se traduit en fantôme, mais je préfère. euh, Moi, je traduisais vraiment dans ma tête comme vide, en fait, où c'est juste un halo, quoi. Et en fait, j'ai joué une adolescente qui, littéralement, n'avait pas d'identité. Alors, je l'avais traduit de diverses façons. Par exemple, elle testait plein de trucs, comme embrasser les garçons sans prévenir, juste pour voir ce que ça faisait. Puis, en fait, ça lui faisait rien, hein, clairement. Ou il y a un moment, il y a un gars qui lui propose d'essayer de se scarifier. Elle se scarifie, tu vois, mais juste pour voir ce que ça fait. Ça lui fait rien, hein. Et puis le matin, elle boit 1 litre de café, ça lui fait rien. Et puis quand elle est en cours, elle est totalement avachie comme ça. Et mais voilà, j'avais adoré ce personnage et je sentais qu'il y avait un arc dans ce personnage. C'était un personnage qui se considérait au départ, mais vraiment comme non humain, comme vide, et qui était un peu humain curieux, quoi. Qui se disait, j'aimerais bien quand même comprendre ce que font les humains. Qu'est-ce que ça les fait ressentir? Ça fait quoi d'avoir des émotions et tout? Et maladroitement, elle essayait, tu vois. Et bon, évidemment, du coup, elle avait des comportements qui choquaient un peu tout le monde. Euh, Enfin voilà, bon, je suis désolé, je suis peut-être la seule personne à kiffer ce livret, mais moi, ce livret, je crois que c'est le personnage qui m'a le plus explosé le cerveau de toute ma vie de rôliste. Voilà. Comment t'en dire plus? Bon, bref. En dissidence, c'est un rôle qui cherche à devenir non humain, mais qui en est empêché. Euh, donc bon, ça va hélas nous faire penser à des choses assez glauques comme les thérapies de conversion. Enfin, voilà, ça c'est des. Il y a un scénario qui je pense peut être particulièrement difficile à jouer, à vivre dans L'Ordre et le Sauvage, qui s'appelle le camp de désanimalisation. C'est hyper dur à dire. En fait, on joue à la fin de la guerre entre les animaux et les humains.
Et dans cette partie-là de la campagne, parce que ça peut se finir assez différemment, mais dans cette partie-là de la campagne, bon, clairement, les animaux, ils se sont pris une branlée. Ils se sont pris une branlée. C'est les humains qui ont gagné. Et en fait, ils ont récupéré tout un tas de encore humains, quoi, mais qui avaient commencé, tu vois, à se féraliser, quoi, à avoir des comportements jugés animaux, hein, jugés animaux. Et donc, ils sont enfermés dans ce camp, qui s'appelle le camp de désanimalisation. Et alors, il y a un argot à l'intérieur du camp, les matons, ils appellent ça le camp de dessal. Et en fait, au lieu de dire on va te désanimaliser, on va dire on va te dessaler. Et donc, tu as une espèce d'argot assez violent pour montrer en fait la façon dont dont les personnes dans ce camp sont traitées. Il y a quelques scènes, je ne vais pas tout faire tout le scénario, mais en fait, rétrospectivement, quand j'ai lu après Transition d'Anne Leckie, je me rends compte que ça fait quand même un écho. Mais bon, après, il y a aussi du Docteur Moreau, dont je me suis beaucoup inspiré. C'est une des choses importantes dans le camp de Dessal, c'est que tu dois apprendre à utiliser le couteau à poisson, quoi. Enfin, c'est-à-dire que en fait, ils leur font des repas avec plein de couverts différents, et si tu n'utilises pas le bon couvert, ben, tu te fais taser, quoi, en gros. Et tu vois, donc il y a une sorte de limite, les personnes considérées comme non humaines, qu'on fait rentrer dans le droit chemin, en fait, limite, on essaie de leur inculquer des règles que nous-mêmes, on respecte pas, quoi. Mais après, bah, du coup, ça me fait aussi penser, tu sais, à tous les problèmes de posture et d'attitude qu'ont les personnes neuroatypiques, notamment les TDAH et les autistes, le fait de, je sais pas, de pas pouvoir rester sur une chaise longtemps et tout, de pas s'asseoir correctement, de vouloir aller sous la table. Et ça, c'est des choses qu'on va vouloir corriger avec souvent bah, des violences éducatives, quoi, hein, littéralement, quoi. Donc bref, je suis désolé, c'est un sujet qui me fait partir dans des digressions de fou. Euh, Il y a la captivité, c'est un rôle non humain que l'on enferme ou qu'on cherche à enfermer, éventuellement sous une forme humaine, c'est-à-dire qu'on peut ouais, le capturer et l'enfermer dans un humain, quoi. Euh, Alors, moi, ça me fait un peu, ça me fait un peu penser à Akira, là, pour le coup. Ça me fait beaucoup penser à Akira, avec ses enfants qui ont des pouvoirs et qui sont enfermés et tout. C'est pas littéralement ce que propose Kali, mais c'est quand même proche. Et il y a en opposition un rôle non humain que l'on cherche à détruire. Alors ça me fait beaucoup penser à Psyron, où en fait tu joues des amnésiques qui ont clairement des pouvoirs psy, qui se sont échappés d'un endroit où ils étaient en captivité. Donc la captivité c'est fini, ils s'en échappent. Et là il y a des hommes en noir qui les poursuivent. Alors est-ce que c'est pour les capturer? Il y a des comme de chances aussi pour les buter, quoi. Euh, donc voilà, il y a un exemple de jeu Proto-Voidpunk qui traite quand même ce terme. Ce manifeste, bah, il a des traductions comme de K et d'Icor, donc c'est un jeu de Kali, un jeu d'Homeric Fantasy qui propose de jouer des personnages démesurés dans un univers mythologique. Autre jeu de Kali qui est revendiqué Voidpunk, il s'agit de Nemesis. Euh, alors j'avoue, je ne l'ai pas lu en intégralité, c'est pas bien, j'ai pas bien fait mes devoirs, donc ce que je peux quand même vous en dire, c'est grosso modo, c'est un jeu donjonesque avec trois personnages, le Templier, le Laboratoire, la Créature. Et en fait, tous les moves de personnages sont à usage unique. C'est-à-dire que tu as une liste de moves, un peu comme dans un belonging, un seul belonging, ou des moves purement narratifs, hein, c'est genre fêter le truc, quoi. Et une fois que tu as fait un move, tu le barres, tu peux plus le refaire, quoi. Et le jeu s'arrête, ou ton personnage est détruit, quand t'as joué tous tes moves, en fait. Et il y a, grosso modo, bon, en fait, le spoiler du jeu, si j'ai bien compris, c'est que le Templier enfin, la créature, c'est la personne qui se fait coloniser, agresser, redresser, tout ce que tu veux par le Templier, quoi, hein. Et puis, bon, il y a cette idée de, voilà, que quelqu'un, en plus, joue un rôle non humain, le laboratoire, quoi. Alors les Sylvonautes est un peu de ma modeste pomme est un peu proto Voidpunk parce qu'il y a certains livrets qui ont été faits avant le Voidpunk mais qui étaient déjà des livrets non humains qui avaient quand même déjà des positionnements forts,
par rapport à l'humanité, et que donc on va retrouver voilà, des résistances, des intégrations et tout. Des- et grosso modo, par exemple, avec les hommes renards, les hommes corbeaux, ainsi de suite. Et il y a des livrets que j'ai écrits après avoir lu le manifeste Voidpunk, donc je m'en inspire assez littéralement du coup. Donc il y a au moins deux livrets dans cette veine-là. C'est le livret du Horla, donc voilà, le Horla qui représente totalement l'altérité radicale, et le livret du Horsen, ou de la Horsen, ça, c'est une personne initialement humaine qui est en train de se transformer, de devenir non humaine, et tu peux décider de la jouer. En fait, toutes les thématiques, toutes les différentes dynamiques Voidpunk que propose Kali sont possibles avec ce livret, quoi. Tu peux être en résistance, en quête, en intégration, enfin, je peux tout refaire toute la liste, quoi. Ok, alors, c'est déjà très très long, mais j'ai pas fini. Parce que, bon, jusqu'à présent, bon, bah, j'ai encore quelques réflexions un peu plus personnelles sur le jeu Voidpunk à te faire. Déjà, la première question, c'est... euh, bon, après, c'est un peu présent dans la dynamique Voidpunk, mais vraiment, je pense que quand tu veux faire un jeu Voidpunk, il faut déjà te demander, est-ce qu'il faut que les personnages se positionnent ou non par rapport à l'humanité? Voilà, donc Vampire, avec la jauge d'humanité, on a clairement un positionnement par l'humanité, quoi. C'est-à-dire que t'es un peu défini en creux. T'es non-humain, mais t'es défini par rapport à l'humanité, quoi. À quel point t'en es proche, ou lointain, lointaine. Est-ce qu'il faut le faire, ou est-ce qu'il faut partir radicalement, s'affranchir de l'humanité et parler de totalement autre chose? J'ai pas, en fait, je pense que les deux sont valides, hein, mais faut décider, quoi. Pour ce qui est de jouer des lieux et des concepts, bon, j'ai un peu évoqué avec la griffe noire, mais grosso modo, ce qui me semble le plus approprié, c'est des livrets de cadres, en fait, de belonging, asset belonging. Euh, et après, ça peut être intéressant, ces livrets de cadres, notamment quand tu joues à un environnement, quelque chose de fondamentalement non humain, de leur donner, parce qu'en fait, souvent dans les belonging, asset belonging, les livrets de cadres, ils sont beaucoup plus simples en termes de gameplay, ils sont plus simples que les livrets de personnages. Et en fait, c'est un peu le parti pris des Sylvonautes, hein, quelque part. On peut se dire, bah non, en fait, un livret de cadre, il mérite d'avoir un gameplay, une complexité qui soit au moins équivalente à un livret de personnage. Et donc, notamment, on peut mettre des actes faibles, des actes neutres, des actes forts, quoi, plutôt que normalement, dans un livret de cadre, dans un belonging, un set belonging, il y a juste des actes neutres. Voilà, des trucs que le livret peut faire. Si tu rajoutes des actes faibles et des actes forts, tu as vraiment en fait un livret de cadre qui peut pivoter, qui a une sorte d'arc narratif, de progression, quoi. Et puis on peut même rajouter des gameplays un peu plus complexes, hein. Par exemple, un jeu qui est certainement très 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 Voidpunk, il s'agit de We Eat Roses So We Grow Thorns. Donc nous mangeons des roses pour devenir des épines. Eh bien, on voit que les environnements ont des gameplays un peu plus, voilà, un peu plus complexes que d'habitude. Puis bon, après, même les personnages, il y a des éléments de gameplay super, enfin, plus évolués que dans Dream Rescue. Même pour les personnages, ils ont des éléments en plus, quoi. Donc il y a quand même cette notion, bah, parce que en fait, euh, un personnage. En fait, parce que j'ai parlé d'arc narratif. Mais c'est un petit peu faux dans un belonging, un seul belonging normal. Donc dans ces jeux-là, un personnage, si tu veux, il a des actes faibles qui lui rapportent des jetons quand il les fait, des actes neutres et des actes forts. D'accord? Et il y a une économie, c'est-à-dire que du coup, quand je gagne des jetons en faisant des actes faibles, je vais faire des actes forts. Mais on peut pas vraiment parler en fait d'un arc narratif avec un personnage qui a une évolution. Parce qu'en fait, c'est plutôt cyclique, quoi. C'est, oh, je fais un truc faible, après je peux faire un truc fort, puis je refais un truc faible, je refais faire un truc fort. Je peux faire ça totalement dans le désordre et tout. Euh, et on voit pas un personnage évoluer, en fait.
dans We Eat Roses, So We Grow Thorns, eh ben c'est plus complexe que c'est pas mal plus complexe que ça. On sent que cette notion d'arc narratif, elle est vraiment pensée, déjà parce que les actes sont renommés, c'est assez important, puisque, par exemple, les actes forts, ils sont renommés, non, les actes faibles hein, sont renommés actes régressifs, et les actes forts sont renommés actes pivotants. Donc là, cette notion d'arc narratif est déjà plus présente juste par le simple fait de renommer. Mais aussi, il y a d'autres éléments de gameplay en fait qui vont vraiment donner une trajectoire au personnage. Et bah, je pense que dans le Voidpunk, c'est important cette notion de trajectoire justement. Cette notion d'éclosion, de révélation, de doute, voilà, de souffrance pour arriver, enfin de chrysalide, tu vois, c'est hyper important. Donc il faut un gameplay qui ait un peu plus de granularité que ce qu'on a dans un belonging outside belonging de base. Je reviens sur la question de jouer des personnages non humains et tout, des altérités radicales. Euh, alors oui, en fait, on peut aussi utiliser, bah, du coup, pour l'altérité radicale, on peut utiliser des systèmes assez classiques, mais du coup, ce qui permet de montrer une différence par effet de contraste. Par exemple, tu es un arbre, c'est un jeu de com Martin qui propose de jouer un arbre, et donc tu as une fiche de personnage avec des compétences, tout dit, bah, gameplay ultra classique, mais en fait, les intitulés des compétences sont fondamentalement inhabituels. C'est ça, du coup, de façon très simple, tu vois l'altérité radicale de ce que tu incarnes. Euh, Alors, il y a un autre jeu où tu joues un arbre, ça s'appelle Les Cernes du Temps. C'est un jeu solo. Déjà, ça c'est dit. Alors, je trouve que c'est plus adapté de faire un jeu solo qu'un jeu multi. Je pense que permet plus d'aller dans ce ressenti, d'être un arbre. Euh, et dans Les Cernes du Temps, on va rédiger essentiellement l'historique de son arbre. Parce qu'on n'a pas cette notion d'interaction avec les autres tellement et tout. Enfin, c'est beaucoup plus dans le passage du temps, quoi. Euh, Bon, bref, voilà. Je reviens sur le débat entre l'altérité radicale et la singularité. Donc, en fait, dans ma tête, au moins dans la mienne, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu joues un arbre ou une elfe immortelle, ça peut être une métaphore de ce qu'est l'identité Voidpunk. C'est un moyen d'exprimer un ressenti par le jeu, ou éventuellement, dans son approche la plus intense, c'est simplement une possibilité d'exister différemment dans une réalité différente. C'est-à-dire que on me laisse pas être un arbre dans la vraie vie, et ben je peux l'être dans le jeu de rôle. Et je considère que le jeu de rôle fait partie de ma réalité parce que c'est quand même un ressenti, si tu veux. Donc en fait, il n'y a pas le monde du jeu de rôle, en fait, on peut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe au moins en termes de ressenti, en termes d'expérience. Et donc, effectivement, pendant ta partie de jeu de rôle, tu joues un arbre, et ben, tu es quelque part, voilà, tu as la permission d'expérimenter ça justement à l'intérieur du cercle magique, quoi. Euh, tuc, 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 tuc. Mais cependant, en fait, les identités Voidpunk, je dirais premier degré, elles sont cependant bien réelles. C'est-à-dire que on peut pas vraiment approcher ce que ça fait d'être une chauve-souris, à part par des mécaniques qui sont abstraites et qui sont intransposables dans notre conscience, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais par contre, chaque personne Voidpunk, si tu veux, elle sait ce que ça fait d'être elle-même, tu vois. Et il faut accepter en fait que ben justement, il y a des personnes qui ont des ressentis de leur propre personnalité ou de leur propre intériorité qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles ne veulent pas rattacher à l'humanité en tant que concept. Et donc voilà, ces ressentis individuels, ces identités singulières et tout, elles existent en fait. Euh, et donc, bien sûr, je comprends tout à fait que en se revendiquant Voidpunk, on souhaite,
on souhaite, voilà, du coup, interpréter quelque chose qui est radicalement non humain, pour autant, en fait, on doit être conscient on est dans la métaphore et finalement, on n'a pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a aussi cette notion de. Je pense que c'est aussi importante dans le void punk, du masque et de l'être en fait. C'est-à-dire que les personnes void punk peuvent avoir un masque humain, tu vois, euh, et en fait, leur intériorité peut être justement fondamentalement non humaine, fondamentalement atypique, que ce soit par des désirs, par exemple, de violence extrêmement élevés, que ce soit par une, une multiplicité de l'identité, ainsi de suite, une perception du temps très, très différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. Enfin, il y a plein de choses. Ou tout simplement en fait un vécu culturel aliénant quoi. Et donc c'est aussi ça que par la métaphore on va jouer en fait, c'est-à-dire que tu peux finalement jouer au grand jour comment tu te sens vraiment à l'intérieur quoi. Est-ce que tu n'es pas socialement autorisé à être dans la vie normale quoi. Et donc ça veut dire que tu te souviens, on avait fait la vidéo sur le murder robot. Eh ben, est-ce que Murder Robot, ce serait pas un petit peu boy punk? Oui, oui, alors c'est dur à accepter, mais en fait, la personne qui, en jeu, en fait, sa pulsion principale, c'est d'attaquer au scalpel tout le monde. euh, ben peut-être que son expérience de jeu, ça fait partie du spectre boy punk. Euh, Alors bon, après, bon bah oui, il y a des enjeux de sécurité émotionnelle, mais je pense que les enjeux de sécurité émotionnelle sont très importants dans le boy punk, parce que de toute façon, on va aller dans des thématiques lourdes, dans tous les cas, qu'on joue des coupables ou des victimes. Et donc la sécurité émotionnelle, elle est importante, et même plus encore, je pense que là, il n'y a pas, enfin, si j'en crois Kali, euh, il faut aller vers le je ne t'abandonnerai pas, quoi, ou le jeu à haute confiance, c'est-à-dire que avoir des cartes X, tout ça, machin, ça sera un pansement sur une jambe de bois. Bah, j'en veux pour preuve, ma partie de Monster Hearts, il y avait des cartes X c'était une catastrophe. Parce que ça suffisait pas, en fait. En fait, ce qui aurait fallu, tu vois, une partie de Monster Hearts qui se passe bien, c'est pas une partie où il y a une carte X, enfin, c'est bien incarné une, je dis pas le contraire. C'est une partie où tu joues avec des personnes qui t'ont en confiance, parce que tu sais que tu vas aller dans des interprétations extrêmes. Et si tu peux pas faire confiance aux autres personnes, si tu peux pas toi-même être une personne de confiance, c'est-à-dire alors, qu'est-ce que c'est une personne de confiance où en fait j'ai prévu que mon rôle il fasse des trucs extrêmement durs? Comment je fais pour être une personne de confiance tout en jouant un personnage qui par exemple était un agresseur? C'est bah là tout est dans le parajeu, le paraverbal et tout, je sais pas comment dire quoi. Il faut presque le en fait enfin, il faut une intelligence émotionnelle assez élevée enfin et bon voilà, c'est-à-dire que faut jouer avec des personnes où tu as un gut feeling que avec ces personnes-là, on va pouvoir se lâcher et qu'il n'y aura pas de jugement. Donc c'est très délicat. Donc une expérience void punk réussie, ben c'est pas avec des inconnus en convention en fait. Ça va pas marcher en fait. Ça va foirer. C'est obligatoire que ça foire, quoi. Ok. Donc voilà, alors je vais poursuivre avec quelques petites références. Il y a un contenu que j'ai produit il y a quelques temps, ça s'appelle La figure du monstre, on va retrouver des thématiques très proches. Un autre contenu qui s'appelle Comment jouer un personnage atypique, voilà. Euh, dans
fais un petit passage par l'univers de Milvaux. J'ai proposé pas mal de fiches de personnages non humains. Bon, notamment dans les centres, il y a des missions de vie qui sont proposées pour les Goupils, les Corax. Alors les Goupils, c'est particulièrement intéressant pour le coup dans le cas du Voidpunk, parce que les Goupils que tu peux jouer dans les centres, en fait, on joue jamais leur corps. On joue juste leur esprit, qui est incarné dans l'esprit d'un autre. Et du coup, on va parler à une autre personne, en fait, parce on joue le Goupil qui est dans sa tête. Et donc, c'est un personnage intéressant, parce que tu joues littéralement un personnage sans corps. Enfin, le Goupil a un corps, mais comme on peut pas amener un vrai renard dans un GN, tu vois, et puis qu'une peluche de renard serait ridicule, eh bien, on dit juste que le renard, il est quelque part caché dans les buissons et tu le verras jamais, quoi. Tu n'entendras juste le renard dans ta tête, quoi. Voilà, on peut jouer des masques d'or. Bon, voilà, bah, ça. Ouais, punk as fuck, hein, les masques d'or, et ainsi de suite. Euh, bah, j'ai parlé des sylvonautes aussi, hein, là je vais pas me répéter. Et je suis désolé, je suis en train de m'endormir, c'est une catastrophe. J'aimerais conclure un peu cette partie en évoquant un jeu qui s'appelle Nouveau Monde. Je crois que je t'en ai déjà parlé. C'est un jeu d'Élise Pagès où on incarne des aliens en fait qui visitent la Terre longtemps après la disparition de l'humanité. Et en fait, MJ ne doit pas décrire aux joueurs les choses en des termes habituels parce qu'en fait, pour les aliens, il n'y a aucune référence. Enfin, si c'est un lampadaire, tu vois, je ne dois pas dire vous voyez un lampadaire parce que eux, faut dire, je sais pas, vous voyez une espèce de structure tubulaire de métal avec quelque chose de cassé, mais visiblement il y avait une installation qui permettait de produire de la lumière, tu vois, bon, bref. Et le but du jeu, au moins en partie, c'est de comprendre en fait de quoi parle notre MJ, quoi. Et donc, par exemple, quand j'ai joué avec Elise, on avait rencontré des créatures sous-marines qui communiquaient par sonar, et en fait, on devait comprendre que c'était des dauphins, et que c'était un peu la nouvelle espèce sentiente qui peuplait la planète, quoi. Donc voilà, pour conclure un petit peu, si tu dois replayer un perso Voidpunk, comment faire? J'ai un petit peu réfléchi là-dessus, je dirais que tu peux le définir en fait par une carence ou une vacance par rapport à l'humanité en matière de plusieurs choses. Ça peut être une carence, une vacance ou encore une différence, hein. En termes de perception, en termes d'objectifs, en termes de temporalité, de sexe, de genre. Euh, Alors, sur le genre par exemple, c'est vrai qu'on parle pas mal de la non-binarité, euh, mais j'aimerais aussi qu'on parle un peu de l'agenrisme en fait. C'est-à-dire, mais pourquoi, pourquoi c'est si important de se définir par un genre, quoi? En vrai, enfin, tu vois, personnellement, je suis considéré comme un homme, mais en fait, je m'en balance. En quoi c'est important que je sois défini comme un homme? Enfin, en quoi je dois considérer ça dans mon identité? C'est pas quelque chose qui me sert en fait, c'est même plutôt quelque chose qui me dessert en réalité, parce que ça me limite. Euh, et pour autant, j'ai pas l'intention d'avoir des expressions. Alors, c'est vrai que j'ai une expression de genre qui a l'air comme ça masculine, mais en fait, moi dans ma tête, c'est plutôt de la neutralité quoi. Enfin, c'est ça, mon genre n'a pas, dans ma vie, mon genre n'a pas d'importance. Enfin, il y en a certainement pour les autres, il n'y en a pas pour moi. Et voilà, je me considère pas comme homme, tout comme je me considère pas comme femme, ni comme non-binaire, je me considère juste comme neutre. C'est-à-dire, voilà, ça c'est une entité qui m'encombre. Et en fait, mon style, par exemple, vestimentaire, il n'est pas masculin. Pour moi, il est neutre, quoi. Il est neutre à tel point que si tu veux, à une époque j'avais plein de t-shirts geek ou métal et tout, ou humoristiques, un peu des t-shirts à message. J'étais le type qui avait des t-shirts marrants quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, t'essayes de te construire une identité, et en fait, débarrasse-toi de ça, en fait, ça t'encombre. Et donc, j'ai bazardé
tous ces t-shirts, maintenant j'ai que des t-shirts monochromes, quoi. Parce que je veux pas être défini par la façon dont je m'habille, en fait. Par un message qui serait sur mon t-shirt, quoi. C'est pas moi et tout. Donc voilà. Minimise ton identité. Voilà, c'est mon message. Bon, excusez-moi, c'est encore une énorme digression. Mais voilà, on peut aussi avoir des carences, des vacances ou des différences en termes de morale, en termes de sens, en termes de compréhension, en termes de validité. C'est-à-dire que tu peux avoir des invalidités sur certains aspects, ou des validités non humaines, des capacités non humaines sur d'autres. Il y a cette question comment tu te positionnes vis-à-vis des humains, ou vis-à-vis de l'humanité, ou comment tu te positionnes pas aussi, dans cette idée que, voilà, ces distinctions humain, non humain, je m'en fiche, je vois pas l'intérêt, quoi. Euh, ou tu peux mettre l'accent sur ce dont le Voidpunk est la métaphore, c'est-à-dire que, bon, oui, tu peux dire je jouais Voidpunk parce que j'ai joué une elfe millénaire ou un extraterrestre de la planète Zorgon 2, ou je vais jouer une montagne, tu vois. Mais tu peux te dire aussi, bah non, je vais jouer une personne cuir, une personne racisée, une personne handi, une personne neuroatypique. C'est-à-dire que je vais aller littéralement dans en fait, les catégories réelles en fait, de ce que sont les personnes Voidpunk. Voilà, c'était méga long. J'espère quand même que ça t'a intéressé. Si tu fais partie des 30 personnes qui regarderont cette vidéo, les 30 personnes ou non personnes d'ailleurs, si tu ne t'identifies pas comme une personne, eh bien c'est ok, sache que c'est ok, c'est tout à fait valide. Et puis on se voit la prochaine. On va rester dans l'invisibilité puisqu'on va parler du manuel de jeu invisible. Allez, ciao!